Alors aujourd'hui, on va se plonger dans une des nouvelles les plus poignantes de Guy de Maupassant, Miss Harriet. C'est une histoire qui nous est racontée bien des années après les faits par un peintre, et dès les tout premiers mots, on sent qu'on entre dans un souvenir teinté d'une immense tristesse. Et c'est cette phrase-là qui nous attrape tout de suite. C'est le narrateur, le peintre Léon Chenal, qui parle. Et avec ces mots, il ne nous promet pas du tout une belle histoire d'amour, mais bien une histoire de chagrin, un souvenir qu'il a visiblement marqué au fer rouge. C'est une accroche absolument géniale qui nous met directement au cœur du drame. On va donc suivre ce récit, qui est en fait une sorte de confession tardive, pour essayer de décortiquer les thèmes que Maupassant tisse avec une précision redoutable. La solitude, l'intolérance d'une petite communauté, et bien sûr cet amour impossible qui va tout droit à la tragédie. Commençons par le portrait de Miss Harriet. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on ne sait jamais vraiment qui elle est. Elle est toujours définie par le regard des autres. Et ce regard, il est au mieux moqueur, au pire, rempli de méfiance. Pour tout le monde, elle est l'étrangère, l'inconnue absolue. Là, on touche au génie de Maupassant, ce mélange de comique et de tragique. Le narrateur la décrit d'abord avec une cruauté presque drôle, qu'il a réduit à une simple caricature. On a envie de sourire, c'est vrai, mais ce sourire cache une solitude terrible. Et en fait, ça nous rend un peu complices de ce regard moqueur qui l'isole encore plus. Et voilà, l'étiquette qui va lui coller à la peau. C'est Madame le cacheur, l'aubergiste, qui lâche ce mot. Un mot qui vient de l'ignorance, de la suspicion face à tout ce qui est différent. Pour ces paysans, qui sont des gens très terre-à-terre, sa ferveur religieuse, son amour pour la nature, c'est juste incompréhensible. Donc, ça ne peut être que diabolique. Ce tableau, il résume parfaitement comment toute la communauté l'enferme dans une case. Chacun y va de sa petite étiquette, hérétique, athée, démoniaque. Tous ces jugements, qui en plus se contredisent, ils montrent surtout une chose, l'étroitesse d'esprit du village. Personne, absolument personne, ne cherche à la comprendre. Ces habitudes, qui viennent en fait d'un immense respect pour la vie, sont vues comme de la pure folie. Dans le monde très matérialiste des villageois, sauver un crapaud, c'est une perte de temps, et libérer un poisson qu'on pourrait manger, c'est un scandale. Chaque geste qui montre sa sensibilité ne fait que creuser un peu plus le fossé qui la sépare des autres. Passons maintenant au seul endroit où Miss Harriet trouve enfin un peu de paix. Si le monde des humains la rejette, la nature, elle, l'accueille. C'est là et seulement là qu'elle peut enfin exprimer toute l'intensité de ce qu'elle ressent. Cette phrase, qu'elle prononce devant un coucher de soleil, c'est un moment absolument clé. C'est la toute première fois que le narrateur devine la passion qui brûle en elle. Son anglais un peu cassé rend la scène touchante, presque un peu comique, mais l'émotion, elle, est d'une pureté incroyable. Elle ne fait pas que regarder la nature, elle la vit, elle fusionne avec elle. Et là, on a le malentendu fondamental qui est au cœur de leur relation. Ils aiment tous les deux le même paysage, oui, mais ils ne voient pas du tout la même chose. Lui, le peintre, il cherche un sujet à peindre, une composition de formes et de couleurs. Elle y cherche une présence divine. C'est un dialogue de sourds, et c'est ça qui rend la suite si terrible. C'est à ce moment-là que l'histoire bascule. Le petit lien fragile qui s'était créé entre le peintre et Miss Harriet va se briser net avec la révélation de ses sentiments cachés. Le déclencheur, c'est une simple toile. En voyant le paysage qu'elle adore peint par l'homme qu'elle admire, Miss Harriet s'effondre en larmes. C'est une explosion d'émotions. Le narrateur, au début, il pense que c'est juste de la sensibilité artistique. Il ne comprend pas encore que la véritable cause de ses larmes, c'est lui. Le voilà, le moment clé. En prenant ses mains pour la réconforter, il sent ce tremblement qu'il connaît par cœur. Et là, c'est le choc, la révélation. Il réalise que cette vieille femme, cette démoniaque un peu ridicule, est en fait amoureuse de lui. Et cette idée le met terriblement, terriblement mal à l'aise. Alors, complètement déstabilisé, que fait le narrateur? Eh bien, il fuit. Il retombe dans ses vieilles habitudes de séducteur. Le soir même, sans réfléchir, il se met à flirter avec la jeune servante, Céleste. Un petit jeu sans importance pour lui, mais qui va avoir des conséquences absolument dévastatrices. Et là, c'est la scène qui va tout sceller. Miss Harriet les surprend. Maupassant décrit son visage comme figé, pétrifié, comme si elle voyait un fantôme. En une seconde, le monde fragile qu'elle s'était construit, cet espoir fou d'être enfin comprise, peut-être aimée, tout s'effondre. C'est la vision de trop. La suite, c'est d'un réalisme brutal. Le lendemain, Miss Harriet a disparu. Et la découverte de son suicide est racontée par Maupassant avec une froideur presque clinique qui rend la scène encore plus terrible. Maupassant maîtrise ça à la perfection, la montée de l'horreur. On part d'un détail complètement banal,
le seau est vide, pour nous faire descendre, littéralement, dans le puits avec la lanterne. Et cette lente descente de la lumière dans le noir, c'est très symbolique. C'est la plongée dans la vérité tragique de la solitude de Missariet, une vérité que personne n'avait voulu voir. Cette phrase, lâchée par le valet en remontant le corps, elle est d'une cruauté terrible. C'est la dernière chose que le monde des vivants aura à dire sur Missariet. Même morte, elle ne suscite ni pitié ni respect. Juste un commentaire trivial sur sa maigreur. C'est le point final de l'indifférence qui l'a tuée. L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais non, la narration revient au peintre. Et c'est là que tout son récit prend son sens. On comprend enfin que cette histoire le hante. Son rôle dans ce drame est complexe, ambigu, et son tout dernier geste en est la clé. C'est la grande question de la nouvelle. Est-ce qu'on peut faire confiance au narrateur? En racontant cette histoire des années plus tard, il se donne le beau rôle, celui du témoin sensible. Mais est-ce qu'il ne livre pas, en fait, un aveu déguisé? Sa narration est peut-être une tentative de se racheter, mais sa culpabilité, même involontaire, elle est là, sous la surface. Et on arrive au geste final. Ce baiser posthume, si troublant. C'est un acte de pitié, bien sûr, un adieu à une vie qui n'a jamais connu l'amour. Mais c'est aussi un geste plein de remords. C'est le baiser qu'il n'a pas su donner de son vivant, un baiser qui arrive beaucoup, beaucoup trop tard, sur des lèvres déjà glacées. Et la nouvelle nous laisse sur cette question. Ce geste final, est-ce qu'il rachète le narrateur pour son aveuglement? Ou au contraire, est-ce qu'il confirme sa profonde responsabilité dans ce drame? C'est toute l'ambiguïté et la force de ce chef-d'œuvre, qui nous rappelle la violence silencieuse et terrible de la solitude et de l'indifférence.